Ceci est la façade arrière de l'église San Claudio, à quelques kilomètres de Macerata, dans la province de Macerata, dans les Marches. Cette église est très probablement la chapelle palatine de l'empereur Charlemagne. Je m'appelle Elisabeth de Moreau d'Andois. Je suis une noble belge. Je suis née au château d'Andois. Mon arrière-grand-père était ministre, mon grand-père était général, mon père était avocat et le bourgmestre de notre commune, Vierde. Il était avocat et résistant. Il était dans la résistance contre l'invasion de la Belgique par l'Allemagne durant la dernière guerre mondiale. Malheureusement, il a été arrêté, envoyé dans un camp et où il est mort. Donc je ne l'ai jamais connu. Comme le montre mon arbre généalogique qui se trouve sur mon site Elisabeth de Moreau FR .wordpress.com, je descends de Charlemagne. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait cet arbre généalogique. Il y a certainement beaucoup de descendants de Charlemagne parce qu'il avait plus que 20 enfants. Disons que la différence entre moi et d'autres, c'est que moi je le sais. Quand j'étais une petite fille, mon grand-père maternel nous emmenait en voyage pour nous former l'esprit. Comme nous sommes des Francs, il nous a emmenés à Aix-la-Chapelle pour voir la chapelle de Charlemagne et sa tombe. Quand nous regardions la cathédrale, il m'a dit, et j'avais 4-5 ans et je m'en rappelle, il m'a dit, ceci est un exemple de gothique flamboyant. Donc à l'époque de Charlemagne, cette cathédrale n'existait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de tombe. Et il avait déjà insinué dans mon esprit des doutes sur l'histoire officielle de l'empereur Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Quand je vivais en Belgique, je fréquentais des gens comme moi. J'ai deux amis qui sont importants pour cette histoire. Le premier est le marquis de Trasny, Olivier, écrivain, historien. C'est un Hamal. Il descend des rois des Hamal. C'était une population gothique. L'empereur Théodoric de Ravenne était le fils du roi des Hamal. Olivier m'a fait remarquer que Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, était le premier Charles connu de l'histoire. Le mot Karel désigne un homme ou un enfant ou un bébé qui a son membre en érection. Et donc Charles Martel, soit il souffrait d'une maladie qui s'appelait le priapisme, soit il avait un équipement particulièrement remarquable. C'est ce détail qui m'a permis d'identifier une représentation d'un bas-relief dans l'église Santa Croce dei Conti à Sassoferrato, 2 S, 2 R, Sassoferrato. Cette église a été fermée pendant très longtemps et quand elle a été ouverte, j'ai évidemment été la visiter. En regardant les bas-reliefs, j'ai eu la surprise de voir la représentation d'un homme nu qui portait une très longue épée, qui avait la bouche ouverte, donc il parlait, les yeux bleus, et il avait un bras qui partait sur la tête d'un enfant, comme pour dire, moi j'étais cet enfant. Et à côté de l'enfant, il y avait un ours mort. Alors ça nous ramène à Andenne, en Belgique, entre Liège et Namur. Il y a la fête de l'ours de Charles Martel, parce que quand il était enfant, il a tué tout seul un ours, je crois qu'il avait 9 ans, et il aurait tué un ours avec un marteau. Et donc, ce n'est pas une légende, parce que nous retrouvons la représentation qui date du Moyen-Âge à Sassoferrato. C'est important.
Mon second ami, important aussi pour cette histoire, est le comte de Brie, Geoffroy. Brie est une petite ville du nord-est de la France qui n'est pas très loin de la frontière belge. Ces Brie descendent des tout premiers rois francs. L'histoire des rois francs commence avec Génébo de Toxandrie, né en 245 dans le Limbourg belge. J'ai vu dans l'appartement de Geoffroy de Brie, avenue Émile Duret à Bruxelles, au-dessus de l'abbaye de la Cambre, un mur entier avec son arbre généalogique. Pourquoi est-ce important? Vous vous rappelez de Mathilde de Canossa, Mathilde de Toscane. Elle était comtesse de Brie. Et donc, Charlemagne avait nommé comme comte de Toscane le comte de Brie. Geoffroy m'a envoyé un mail me parlant de la sépulture de Mathilde de Brie. Elle avait été enterrée à sa demande dans l'abbaye San Benedetto in Polirone, San Benedetto Po, près de Mantova, je pense. À un certain moment, l'Église catholique, et c'était le pape Urbain VIII, a voulu démontrer qu'ils étaient les héritiers de Mathilde, et ils ont voulu ramener sa dépouille à Rome, au Vatican, à Rome. Le pape a écrit à l'abbé de San Benedetto in Polirone pour lui demander les restes de Mathilde de Brie, Mathilde de Canossa. L'abbé a répondu non. Le pape a écrit au comte de Brie et le comte de Brie a répondu non. La dépouille de Mathilde a été volée et ramenée au Vatican, où elle se trouve maintenant dans un tombeau sculpté par Bernini. Maintenant, allons voir la façade avant de cette église San Claudio. Suivez-moi. Ceci, c'est l'entrée de l'église et comme on peut voir, elle a été enterrée par les déchets au cours des siècles. Ici, devant l'entrée, il devrait y avoir un espace vide dans lequel Charlemagne a été enterré assis sur son trône. Là, toute la littérature historique en parle, c'est confirmé. L'empereur Othon III a fait ouvrir ici, il est descendu et il s'est retrouvé en face de Charlemagne qui était reconnaissable et il est descendu avec un de ses amis. Donc il y a des témoins de ça. Maintenant, et ça c'est l'an 1000. Bon, maintenant, ce qui s'est passé depuis l'an 1000, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si cette sépulture existe encore, si elle a été détruite, si... Nous ne savons rien. Nous sommes sur la façade avant de l'église San Claudio, sur la terrasse qui a été construite par Louis I le Débonnaire. D'ici, il pouvait saluer et voir la foule. Ne me demandez pas comment je suis arrivée dans les marches, je ne le sais pas. J'ai suivi mon instinct. Je me suis demandé si j'ai suivi un chemin migratoire des Francs. J'ai demandé à une de mes amies, la doctoresse Angela Schulze-Rastrup, si elle pense que nos gènes ont une mémoire. Et elle m'a répondu avec cette histoire. Il y a quelques années, il y a un renne
qui est arrivé en Allemagne. C'est un renne qui est descendu du cercle polaire, qui a fait des milliers de kilomètres, qui est arrivé dans l'Allemagne d'aujourd'hui et qui a été mourir dans une grande ville allemande. Les scientifiques émus par cette histoire ont étudié et se sont rendus compte que cette reine d'aujourd'hui a suivi un chemin migratoire des reines d'il y a des milliers d'années. Et donc la réponse d'Angela était positive. Peut-être que j'ai suivi le chemin migratoire des Francs. Quand je suis arrivée dans les marches, enchantée par la beauté du territoire et par la profusion de témoignages de notre histoire, j'ai commencé à visiter les églises, les musées, et j'ai noté des tas de petites choses. Par exemple, je comprends assez bien la langue d'ici, qui est le maceratese, parce qu'il ressemble au wallon. Il y a aussi des noms de lieux qui sont en Belgique des noms de personnes, des noms de famille. Par exemple, la Castelremondo, qui est un village, une petite ville. Raymond était le nom de mes ancêtres qui possédaient le château d'Andois. Il y a aussi San Marotto. Marotte était le nom de la grand-mère d'un de mes oncles. Et il y a aussi Pinto. Quand on quitte Macerata pour aller vers Urbisalia, en passant par Sforza Costa, et ici il faut dire Urbisalia, rappelons qu'en latin c'est Urbis Alia, l'autre Rome, et donc c'est probablement la nouvelle Rome de Charlemagne, Urbis Alia. Donc en quittant Macerata pour aller à Urbisalia, en passant par Sforza Costa, on traverse le Chienti et puis on remonte la colline de l'autre côté. Et au sommet de cette première colline, il y avait une indication vers la gauche, Pinto. Cette indication n'existe plus, mais il y a encore les restes d'un château. Et ce château faisait probablement partie de la défense du palais impérial. De ce château, on voyait le palais ici. Et on voyait la capitale, Urbisalia. Il se fait que ma grand-mère maternelle était la comtesse de Pinto. Je suis rapidement tombée sur les recherches et les études de Don Carnevale, qui était un Salésien que j'ai été rencontré au collège des Salésiens à Macerata. Sa théorie est que Charlemagne n'a strictement rien à voir avec l'Allemagne, où il n'y a pas de preuve de son existence, mais que Charlemagne était né, a vécu et est mort ici, donc dans cette zone-ci. Don Carnevale est un historien génial et il produit une quantité énorme de preuves et de documents qui étaient absolument inconnus des historiens classiques, disons. J'ai immédiatement étudié ces recherches et j'ai fait les miennes et je suis tout à fait convaincue que en fait Charlemagne n'avait rien à voir avec Aix-la-Chapelle. Don Carnevale a publié des livres, mais il les publiait lui-même, ils sont en italien et ils ne sont même pas publiés au niveau national italien, ils sont publiés au niveau local. J'ai voulu faire connaître cette vraie histoire, ce que je pense être la vraie histoire, notre vraie histoire européenne au niveau international. Et j'ai commencé à écrire des livres. J'ai écrit un premier livre en français sur les traces de Charlemagne au pays des orchidées noires. Et de fait, il y a des orchidées noires ici dans la région. Puis j'ai écrit un second livre, toujours en français, Charlemagne, la contre-histoire. Ce livre est publié en France et est enregistré à la Bibliothèque nationale française. Puis j'ai écrit un livre directement en anglais pour un public plus large et pour un public anglo-saxon ou international.
Il s'appelle Charlemagne, The Dark Secret. Ce livre est dans le circuit des universités américaines. La doctoresse Schulz-Rastrup, dont j'ai déjà parlé, a beaucoup aimé ce livre et elle a décidé de le faire traduire en allemand et elle l'a fait publier par la maison d'édition allemande Lit Verlag. J'ai été contactée par un groupe d'historiens hollandais qui ont lu mon livre français Charlemagne, la contre-histoire, l'ont beaucoup aimé et l'ont traduit en français. Ils m'ont offert la traduction et le livre va sortir bientôt en Hollande. Donc lentement, nous arrivons à faire connaître cette merveilleuse histoire de notre haut Moyen-Âge européen, ici, dans les Marches, en Italie.